Merci beaucoup Mathieu. Euh, donc en effet, moi je me pose pas mal de questions, des questions assez profondes, notamment là, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie de ne plus comprendre le sens de ce que vous faites, de ne plus savoir pourquoi vous vous levez le matin. Enfin bref, un matin, voilà, vous réveillez et vous ne comprenez plus le sens de votre vie. Moi, oui. C'était il y a à peu près un an et j'ai fait ce que toute personne un peu normale aurait fait. J'ai été demandé à Google. Voilà, sens de la vie. Donc j'ai cherché sur Google. À votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous avez le droit de parler. Un film. 42. On va voir, je prends vos réponses. Le jeu de la vie, il y avait un malin. Il y avait un malin qui avait deviné. Jeu de la vie. Ah. Jeu de la vie, je me dis, bon, ok, voilà, je suis dans une période de questionnement, je m'interroge beaucoup. Jeu de la vie, bon, je comprends rien, je regarde un petit peu. Automate cellulaire, Turing complet. Ça fait peur, ça m'a pas rassuré, hein. Mais je clique un peu sur quelques liens et je tombe sur des choses comme ça, des espèces de motifs qui bougent tout seuls, de manière un peu autonome. Moi, j'ai trouvé ça assez beau et assez fascinant aussi, d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière tout ça, de comprendre ce que c'était le jeu de la vie. Donc, je me suis dit, ok, peut-être que pour trouver le sens de la vie, il va falloir jouer le jeu de la vie. Alors, le jeu de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu bizarre parce que c'est un jeu à zéro joueur. Bon, pas le jeu le plus fun du monde du coup, hein, mais en termes d'interactivité on repassera. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se joue tout seul. Okay, il se joue sans une intervention humaine. Il se joue sur un plateau infini en deux dimensions. Okay. Donc là c'est un échantillon du plateau, mais on imagine qu'il s'étend sans limite. Sur ce plateau, donc, il y a des cases à l'état binaire, okay, donc représentées visuellement noir ou blanc, qu'on appelle aussi, puisque c'est le jeu de la vie, des cases qui sont mortes en blanc ou vivantes en noir. Okay. Et donc qu'est-ce que c'est le jeu de la vie? C'est de regarder le passage des générations. Les générations, c'est un état du plateau. Un état du plateau à un instant T, et à partir d'une génération, on va pouvoir calculer l'état suivant du plateau à la génération suivante. Alors là, jusqu'ici, c'est un petit peu abstrait. Comment on fait? Donc vous voyez, j'avais prévu ça. Là, par exemple, on est à une génération. À la génération suivante, le plateau ressemble à ça. Alors là, ici, ça ressemble à rien, hein, mais on va voir ensuite comment faire des trucs qui ressemblent un peu plus à ce que je vous ai montré. Comment on fait pour calculer le passage d'une génération à une autre? On va aller voir chaque cellule du plateau, et pour chaque cellule du plateau, on va aller regarder ses voisins, c'est-à-dire les 8 cases qui l'entourent. Okay, et selon ce qu'il y a sur ces 8 cases, ça va déterminer si, à la génération suivante, la cellule est morte ou vivante. Comment ça se passe? C'est un jeu extrêmement simple, le jeu de la vie, malgré ce qu'on pourrait croire, puisqu'il n'y a que 4 règles. Beaucoup plus simple que les échecs. Première règle, d'une génération à une autre, toute cellule qui a moins de 2 voisins meurt. Ah, c'est perdu. Hmm. Celle-là, elle refuse de mourir, hein, mais eh ben, je passe en manœuvre d'urgence. On va tenter de cliquer, hein. Voilà, elle meurt. Un peu coriace, hein, mais bon. C'est une anomalie, hein. Il n'y en a pas comme ça normalement dans le jeu de la vie. Bref, elle meurt de solitude. Sniff. Toute cellule qui a 2 ou 3 voisins survit à la génération suivante. Donc ici, notre cellule verte, 3 voisins, on la retrouve à la génération suivante. Troisième règle, toute cellule avec plus de 3 voisins meurt à la génération suivante. Imaginez, je sais pas, aller dans le métro B à 9 h un mardi, c'est mort. Donc là, 3 règles sur les cellules vivantes. Et dernière règle, peut-être la plus intéressante, c'est une règle où on va commencer à faire un peu de nécromancie. C'est une règle qui permet de ressusciter des cellules. Ok. Quatrième règle, toute cellule vide avec exactement 3 voisins peut devenir vivante à la génération suivante. Ok, je crois que j'ai regagné le contrôle.
Ok, nickel. Un peu plus pratique. Euh, donc, toute cellule vide avec exactement 3 zones vivantes, c'est ce qui fait aussi que sur un plateau du jeu de la vie, les cellules ne peuvent pas que mourir et disons que le plateau deviendrait de moins en moins peuplé au fur et à mesure, mais c'est ce qui permet de faire des figures qui évoluent et qui se reproduisent. Pour ça qu'on appelle ça le jeu de la vie aussi, évidemment, c'est qu'il y a des parentés avec je sais pas, des cellules, on peut imaginer voilà, des cellules qui se reproduisent, certaines meurent, d'autres se créent, ainsi de suite. Donc, je vous ai spoilé la slide suivante, dans le bon sens c'est mieux. Un cas d'émergence. En effet, le jeu de la vie est donc un cas d'émergence. Qu'est-ce que c'est l'émergence? C'est un concept philosophique qui explique que la somme des parties... Non, pardon. Une structure composée de plusieurs parties vaut plus que la somme des parties individuelles. Ça, c'est le concept. Le cas que j'ai présenté, c'est par exemple ici un cerveau. L'idée, c'est que votre cerveau, il vaut plus que tous les neurones individuels. Okay, et si vous prenez un seul neurone, il vaut pas 1 milliardième de cerveau. Vous voyez, vous faites pas, c'est pas un cerveau qui va 1 milliard de fois moins vite. C'est juste. Donc en gros, quand on rassemble des choses simples ensemble, émergent, d'où émergence, des structures complexes qui ont des propriétés que n'avaient pas les parties individuellement. Et le jeu de la vie est un formidable cas d'émergence, puisque, à partir de ces 4 règles très simples que je vous ai présentées, des motifs extrêmement complexes peuvent apparaître. Voilà. Il y a donc en effet un certain nombre de figures remarquables dans le jeu de la vie, parmi lesquelles les premières, ce sont les figures statiques, bon, remarquables mais pas trop quand même. Elles ont pour propriété de rester vivantes indéfiniment. Okay, en fait, elles ont toutes les propriétés que toutes les cellules ont toujours 2 voisins. Donc en gros, 2 ou 3 voisins. Donc elles restent en vie. Okay, ce bloc-là, vous le touchez pas, vous lui ajoutez aucune case vivante autour. De génération en génération, il reste statique, il bouge plus. Ok. Dans l'autre sens. Plus intéressant, des figures périodiques. Ce sont des figures qui, toutes les n générations, vont revenir à leur état initial. Okay, comme celle-ci, on l'appelle le clignotant. C'est une période de 2, toutes les 2 générations, il revient à son état initial, et une génération sur 2, il pivote perpendiculairement. Ok, c'est un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac? Il y a des vaisseaux dans le jeu de la vie. Qu'est-ce que c'est des vaisseaux? Ce sont des figures périodiques, c'est-à-dire qu'elles reviennent à leur état initial après un certain nombre de générations, mais avec un petit twist. Entre-temps, elles se sont déplacées. À votre avis, qu'est-ce que ça fait là, ce vaisseau? Il y en a qui savent, je pense. Il va en effet se déplacer en diagonale. Ok? Et pareil, lui, vu que le plateau est infini, vous le laissez, il part. Si on le laisse tourner, demain il est en Corse. Ok, donc on a des vaisseaux. Encore plus sympa, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des canons à vaisseau. Alors là, on rentre encore dans plus de complexité, mais je vais simplifier. Un canon à vaisseau, c'est aussi une figure périodique. Vous observez que cette partie-là, toutes les 22 générations, quelque chose comme ça, elle revient à son état initial, mais entre-temps, elle a lancé un vaisseau. Intéressant. Quand on a quelque chose comme ça, on a, peut-être vous qui faites de l'informatique ou quoi, on a un signal, en fait. Ok? Ici, ça produit un signal, et on peut avoir d'autres figures qui reçoivent le signal. Donc en fait, à partir du moment où on a découvert que dans le jeu de la vie existait des canons à vaisseau, on a découvert qu'on pouvait programmer dans le jeu de la vie. Et qu'en fait, le jeu de la vie était, je l'ai spoilé, Turing complet. C'est-à-dire que l'on peut programmer n'importe quoi. Ça permet de faire des choses assez intéressantes, comme ça, je vous laisse regarder. Donc vous voyez bien des vaisseaux qui avancent horizontalement et verticalement, qui se croisent, et qui font quelque chose d'intéressant, qui va se révéler à vous. C'est un jeu de la vie, dans le jeu de la vie, programmé en jeu de la vie. Ok? Voilà le genre de choses qu'on peut faire en jeu de la vie. Et donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est assez compliqué, mais j'ai pas pris peur. Je me suis remonté les manches et je me suis dit,
eh ben, s'il faut faire de l'informatique pour trouver le sens de la vie, allons-y. J'ai lancé une reconversion, j'ai appris à faire quelques trucs et je me suis dit, bah allez, on va implémenter le jeu de la vie en JavaScript, dans mon navigateur web. Donc, j'ai commencé par une implémentation plutôt naïve, donc en gros, je représente l'état du plateau par un tableau d'entiers binaires, ok. Donc en gros, c'est un tableau aussi long qu'il y a de cases dans mon plateau. Donc, au début, j'ai implémenté ça sur un plateau de taille finie, ok. Un petit peu plus simple. Donc en gros, donc pour représenter 1 si une case est vivante, 0 si une case est morte. Ce tableau, je m'en sers pour faire une représentation graphique, ok, pour dessiner ce à quoi il ressemble. Puis, je calcule tous les voisins de toutes les cases du tableau. Ça me permet de mettre à jour le tableau et d'en afficher un nouveau. Ok, ça, c'est la base de mon implémentation. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Attention, préparez-vous. Ça donne ça. Ça. Donc, voilà, on est très content. C'est un jeu de la vie en état de fonctionnement. Donc vous le voyez, il y a tout ce que je vous ai dit. Il y a ces petits blocs ici statiques. Il y a ces figures périodiques ici. Ça tourne bien. Tout le monde est content. Moi le premier. Sauf que, petit problème, je vous ai parlé de jeu de la vie, de sens de la vie. Bon, si vous voyez ici, mon plateau du jeu de la vie, il fait 100 cases sur 100. Est-ce qu'on peut vraiment trouver le sens de la vie dans un plateau de 100 cases sur 100? Je sais pas, c'est peut-être le jeu d'une semaine ou peut-être le jeu d'un mois, mais si on est vraiment max, mais c'était un petit peu limité. Moi, je me suis dit, c'est pas encore là que je vais trouver le sens de la vie. Bon, tiens qu'à ça, j'ai qu'à agrandir le plateau. C'est si simple, puisqu'il y a une interface extrêmement bien faite. Donc, hop, on va se faire un plateau un petit peu plus grand. Je vais essayer de mettre pause. C'est très dur hein, de réussir à cliquer sur les bons boutons d'ici. Donc voilà, là on a un plateau un peu plus sympa déjà. Là on peut jouer. Et qu'est-ce qui se passe si je lance? Aïe, ça lag. Là, je peux vous dire que le sens de la vie, je suis pas prêt de le trouver. Ou peut-être, je sais pas, dans 120 ans, un truc comme ça, ce sera un petit peu trop tard. Moi, le sens de la vie, je le voulais immédiatement. Donc, je me suis dit, ok, problème de performance. Alors du coup, là, par contre, il faut... Ouais. Désolé, il faut que je retrouve ma souris. Mais ça arrive. Hein. Et là... Donc, j'ai décidé d'aller inspecter les performances de mon application pour trouver, bon bah ok, pourquoi ça tourne si lentement, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Donc, je tombe sur cette page, sur Firefox, donc bon, évidemment, vous faites tous du dev, de l'info, c'est évidemment transparent, tout le monde comprend ce qui se passe ici. Je passe à la slide suivante. Non. On va d'abord regarder les choses intéressantes. Donc, en premier, ce graphique. Donc en gros, ce graphique, il m'indique sur une période de 20 secondes à quoi, en gros, qu'est-ce qui prend de la puissance de calcul dans mon application. Alors c'est intéressant, c'est bleu et jaune, aucune référence à l'Ukraine, c'est involontaire, mais go Ukraine. Hein. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en bleu, c'est la partie graphique, c'est-à-dire dessiner le jeu de la vie, et en jaune, c'est la partie calcul, c'est-à-dire calculer l'état du plateau, ok? C'est calculer une génération. Donc ce qu'on voit ici, c'est que mon jeu de la vie, il rame parce qu'il met très longtemps à calculer les générations. On le confirme ici, on voit bien que mon application, elle passe en gros 2/3 de son temps dans du JavaScript à calculer et 1/3 de son temps dans le DOM à rendre graphiquement ce que ça fait. On peut aussi, si on est encore plus intéressé, il y a plus de détails ici, où on voit notamment que presque la moitié du temps de l'application est pris à compter les voisins de chacune des cellules. Okay. Donc là, j'étais dans la crise existentielle s'amplifie, je me dis, bon d'accord, ben, comment je vais faire, aurais-je atteint les limites de ce que je peux faire? Et là, j'ai commencé déjà à prendre des réflexes de développeur, puisque je me suis posé cette alternative. J'avais le choix entre optimiser mon algorithme ou blâmer JavaScript. Ah. Du coup, bon, le même vous donne la réponse, vous vous doutez de ce que j'ai fait, je me suis dit, ouais, c'est la faute de JS, foutu langage, tout super haut niveau. Et donc, j'ai décidé de changer de langage et d'ajouter du WebAssembly. Alors WebAssembly, qu'est-ce que c'est? C'est une interface
entre, d'un côté, le navigateur et son JS, son CSS, son HTML qu'on connaît bien, et des langages compilés plus bas niveau, tels que C++, C ou Rust. Maintenant, on fait aussi du Go avec. Et donc, en gros, c'est une interface qui va permettre à mon JavaScript de comprendre et d'appeler des fonctions écrites en Rust. Moi, j'ai choisi du Rust. Donc, c'est-à-dire des fonctions plus performantes, qui s'exécutent dans un environnement plus performant et qui du coup sont censés aller plus vite. On verra ensuite si c'est le cas. Donc, WebAssembly, ça a des avantages. C'est censé être plus performant puisque c'est du code écrit dans des langages plus bas niveau, donc plus proche de la machine et plus efficace. C'est aussi portable puisque en fait en WebAssembly on écrit des paquets qu'on peut ensuite importer où on veut. Et finalement c'est aussi léger puisque le code compilé est plus léger que le code JavaScript par exemple non compilé. Mais il y a quelques inconvénients, surtout pour moi qui n'est pas une énorme expérience de dev, puisque c'est évidemment un petit peu plus difficile de faire du Rust que du JavaScript. Je ne sais pas si vous avez essayé. Évidemment, on maintient une application qui est polyglotte, et donc on utilise plusieurs langages qu'il faut faire communiquer entre eux, et surtout, on doit implémenter une interface, c'est-à-dire qu'on doit toujours réfléchir à, pour transmettre les informations entre la partie en Rust et la partie en JavaScript, il y a toujours un coût d'encodage et de décodage des données, donc il faut essayer de faire circuler les données les plus légères possibles de l'un à l'autre. Donc ça pose aussi des questions en termes de comment on va structurer tout cela. Donc, ça c'est l'ancienne application, celle en JavaScript. Et attention, préparez-vous bien. Ça c'est l'application en WebAssembly. Rien à voir. Je sais pas si, peut-être si vous n'êtes pas expert, vous vous dites ok c'est la même chose et tout, mais les vrais savent. Ça n'a rien à voir. Non, bien sûr, sur un tableau, sur un plateau de 100 cases sur 100 cases, les performances du JavaScript étaient excellentes. Ici, les performances sont toujours excellentes, rien n'a changé. Mais, normalement, moment de vérité, si je commence à prendre un plateau un petit peu plus grand, je vais nous le reset, ça rame toujours, mais moins qu'en JavaScript. C'est toujours pas parfait, et moi aussi, j'étais pas content, je vais pas m'arrêter là, pour une bonne raison en fait. Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, vous vous rappelez que donc, sur le graphique que je vous ai montré, il y avait une partie jaune, JavaScript, une partie bleue, rendu graphique. Imaginez en fait si on enlève la partie jaune, il reste toujours la partie bleue, ça prend toujours du temps d'afficher les résultats de mon calcul à l'écran. Et donc en fait, j'ai implémenté ici un petit bouton qui me permet de ne dessiner l'écran qu'une fois toutes les 10 générations. Donc en gros, ça va être plus saccadé, mais ça va avancer plus vite. Ce qui montre que le calcul y suit en fait. Et le problème, c'est plutôt l'affichage graphique. Vous voyez ici, on est à 6 FPS, ça fait rêver, hein, mais c'est 6 frames par seconde de 10 générations. Donc en fait, mon application, elle calcule bien ici 60 générations par seconde. Et vous voyez le nombre avancer beaucoup plus vite qu'en JavaScript. Donc, qu'est-ce que ça donne niveau performance? Ça, c'est le graphique de l'application en Wasm. Bien sûr, vous vous rappelez du JavaScript et vous voyez les différences. Non. Le JavaScript, il ressemblait à ça. Le WebAssembly, il ressemble à ça. Donc on voit bien, et ça c'est cool, que le temps de calcul, ce sur quoi j'ai de l'influence, a énormément baissé, et que donc on calcule beaucoup plus de générations dans le même laps de temps. Et donc on voit bien que les proportions se sont inversées. On est passé de, en gros, 2/3 de rendu graphique et 1/3 de calcul. Alors, voilà, on voit ces choses-là. Donc ici, un petit comparatif des deux, où vous voyez que quand même, même si ce jeu de la vie, c'est pas non plus d'une fluidité extrême, on a eu un gain en performance et qu'en fait maintenant, le maillon faible de l'application, c'est le rendu graphique. Il faut donc j'utilise l'API Canvas, mais en gros, il faudrait utiliser du WebGL ou quelque chose comme ça si on voulait à nouveau des gains de performance qui me permettraient de vraiment trouver le sens de la vie. Là, je suis un peu entre les deux. Mais bon, il y avait un truc qui me gênait, c'est que quand même, le gain de performance dû au temps de calcul, on le voit pas vraiment. Donc, ne tienne qu'à ça, j'ai en fait programmé un petit script qui fait tourner 1000 générations du jeu de la vie sur des plateaux de taille de plus en plus grande, sans rendu graphique. Uniquement, on regarde le calcul, et voici les résultats.
Donc en gros là, en abscisse, on a la taille du plateau, donc plus on va vers la droite, plus c'est des grands plateaux avec beaucoup de cases, et en ordonnée le temps. Et donc on voit bien que, bon, JavaScript, le temps explose pour calculer 1000 générations, hein, donc ici on est à plus de 2 minutes pour calculer 1000 générations du jeu de la vie, sur un tableau d'1 million de cases en JavaScript, et on voit que WebAssembly tient beaucoup mieux la charge. Okay. Donc voilà, plus la barre est basse, plus on est contente. La barre est très basse, donc on est très content. Voilà, donc finalement, grâce à ce jeu de la vie, en fait, sur cette histoire de sens de la vie, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, peut-être que ce qui est important, c'est pas la destination, mais c'est le trajet, et ce qu'on a fait entre-temps. J'ai pris un peu de recul et je me suis dit, quand même, j'ai peut-être pas trouvé le sens de la vie dans mon application. Ok, c'était peut-être un peu ambitieux, mais entre-temps, j'ai fait une reconversion, j'ai fait une petite application, maintenant je travaille chez Zenica, et j'ai pu faire ce talk. C'était un plaisir de vous le donner, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Théo, c'était vraiment hyper intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu travailles dans un contexte professionnel, tu y vois une potentielle utilisation que tu pourrais avoir dans ta vraie vie professionnelle, ou est-ce que tu te dis c'est plus pour un passe-temps, générer des jeux ou des choses comme ça? Alors, ce qui est intéressant sur WebAssembly, c'est que c'est une technologie qui a eu pas mal de hype il y a plusieurs années maintenant. On a beaucoup parlé, comme aussi ce qui allait remplacer JavaScript, donc tous les contempteurs de JavaScript se sont empressés d'enterrer JavaScript en disant ok, on va remplacer ça par des langages compilés. Et donc une application qui était très utile, c'était par exemple pour tout ce qui est blockchain en fait, parce que vous voyez bien, c'est une application qui demande énormément de ressources au niveau calcul. Donc les gains de performance étaient utiles. Bon, du coup la blockchain, c'était très hype il y a quelques années, ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, sur certains aspects, en tout cas par exemple sur les crypto-monnaies, on en a un peu moins. Donc ça c'était un cas d'usage par exemple. Moi dans le contexte professionnel, je pense pas que ça soit encore assez mature aujourd'hui pour vraiment être utilisé. La communauté n'est pas gigantesque, c'est pas super facile à utiliser, je trouve que l'expérience développeur est pas incroyable. Et donc du coup je vois pas ça aujourd'hui, moi par exemple dans les contextes où je travaille, je vois pas forcément de cas d'application. Merci. Je suis là pour ça, c'est mon travail. Tu disais, quand on se met à Wasm, on vient payer un coût d'échange entre l'assembly et le JavaScript. Quand tu mets ton jeu de la vie en 700 par 400, ça représente combien de temps d'échange entre l'un et l'autre? Comment ça? Pour chaque image calculée, combien de temps le CPU perd de passer les informations du WebAssembly à JavaScript? Alors là, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais. Je sais, en gros, j'ai pas cette métrique particulière. En gros, tout l'enjeu, c'est de travailler avec des pointeurs, en gros, pour aller chercher directement dans la mémoire du côté WebAssembly l'objet en Rust, en gros, et pouvoir récupérer les données. Mais j'ai pas de métrique particulière à ce sujet. Donc la mémoire est partagée entre les deux. Oui. Okay. Oui. C'est notamment, je me suis pas étendu dessus, mais c'était ce dont je parlais quand je disais qu'il fallait faire très attention en termes d'interface, notamment du coup, en gros, pas copier des objets de Rust à, genre de WebAssembly à JavaScript, mais bien en gros essayer de travailler avec passer des pointeurs plutôt qui sont beaucoup plus légers pour aller chercher dans la même mémoire les objets qui sont plutôt volumineux, quoi. Genre un tableau d'1 million de cases, ça commence à être solide. Merci. Déjà, félicitations. Juste une petite question, si on passait par des shaders par exemple pour l'affichage, est-ce que ça pourrait améliorer oui. Performance? C'était ce à quoi je pensais en parlant de WebGL. En gros, c'est
Ce sera le prochain talk. C'est la piste d'amélioration évidente de cette application. C'est en gros, donc passer par des shaders pour en gros, même alors en fait, en termes de jeu de la vie. Et d'ailleurs vous vous souvenez peut-être quand j'ai montré le premier jeu de la vie en blanc sur noir en plein écran. Bah ça en fait c'est un jeu de la vie qui n'est pas de moi, mais qui est fait en shader en fait, et même en fait en gros. Le principe du shader, c'est que tu peux même faire le calcul du jeu de la vie dans le shader. En fait, genre le calcul est fait directement au niveau graphique et il n'y a pas de différence entre on calcule quelque chose et on le rend graphiquement, mais c'est juste le rendu graphique calcule sa propre évolution. Ainsi de suite. Donc oui, c'est très performant. Donc c'est la suite. L'applaudir très fort. Merci.